Donc, bonsoir à tous. Donc, on va commencer tranquillement ce webinaire de fin de journée. Merci d'être avec nous. Certains d'entre vous ont peut-être passé un certain nombre d'heures aujourd'hui devant leur écran à suivre des visios. Donc, on espère que voilà, ce webinaire sera assez dynamique et interactif pour que voilà, vous restiez avec nous pendant cette heure et quart. Donc, c'est un webinaire aujourd'hui qui est animé par, à l'initiative de l'Institut Kervégan et qui fait partie d'une série de webconférences que nous avons organisées en cette fin d'année. La première webconférence était la semaine dernière. Et donc, ce soir, nous continuons à parler du logement donc au défi de la transition énergétique. Ce soir, plus particulièrement, pour exposer différentes visions autour d'un logement adapté au changement climatique, notamment à l'horizon des années 2030-2050. Et donc, ce soir, nous avons trois intervenants qui vont tour à tour voilà, exposer leurs travaux, leurs idées. Et ensuite, on passera à un moment d'échange. Donc, vous pouvez utiliser la fonction chat de Zoom pour poser toutes vos questions. Vous ne pourrez pas prendre la parole en direct, malheureusement, pour des questions techniques, mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a juste remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui, du coup, en se connectant, avaient pris le nom de notre chère Aurore Villemain, qui est donc la salariée de l'Institut Kervégan qui a organisé ce webinaire. Donc, si vous le souhaitez, si vous souhaitez ne pas passer incognito, vous pouvez donc vous renommer. Donc, pour ça, vous pouvez passer votre souris sur l'image, enfin sur votre vidéo, sur votre petit encart et cliquer sur les trois petits points. Et ensuite, il y a l'option renommer. Donc, voilà. Donc, vous pouvez mettre votre nom, un pseudonyme, voilà, comme vous le souhaitez. Donc, pour ma part, donc, je suis Lucie Cariou, chargée d'études en logistique urbaine au CEREMA et membre de l'Institut Kervégan et donc membre du groupe de travail sur ce sujet du logement face à la transition énergétique. Et donc, je vais passer la parole à Louis Savary, donc, qui est également membre de l'Institut Kervégan et l'une des personnes à l'initiative de ce sujet et de ce groupe de travail. Donc voilà, donc Louis va vous présenter un petit peu l'Institut et le rôle de ce groupe de réflexion. Alors, pardon. Bon, merci Lucie. Donc voilà, tu as presque tout dit. Hein. Tu as bien planté le décor. Donc, en ce qui concerne l'Institut Kervégan, c'est un laboratoire de réflexion qui est sur Nantes, qui commence déjà à avoir quelques années, puisqu'il doit avoir environ 40-45 ans. Voilà, donc il réunit des gens plutôt de la société civile qui sont là pour discuter de sujets, échanger sur des sujets de société, et puis proposer un certain nombre d'actions ou d'orientations. L'idée même de ce think tank, en fait, c'est de pouvoir échanger très librement, quelles que soient les pensées des uns et des autres, leur culture, leur sensibilité. On essaie d'être très bienveillant vis-à-vis des uns et des autres. Il n'y a pas une idée qui domine l'autre. Donc, l'Institut Kervégan accueille, je dirais, tous ceux qui veulent bien y venir pour y travailler, pour y proposer des idées. Et donc, en ce qui concerne ce sujet, donc il a démarré il y a quelque temps déjà, puisqu'il s'est inscrit dans le cadre du grand débat qui a été lancé par Nantes Métropole et la maire de Nantes, Johanna Roland, et donc pour lequel ce grand débat, Kervégan a proposé un cahier des acteurs qui a été retenu et qui a été bien reçu, bien accueilli par Nantes Métropole, si bien qu'il y a actuellement un comité de suivi de cette transition énergétique sur Nantes. Et il se trouve qu'il y a un membre de Kervégan, et il se trouve que c'est moi qui y suis, donc voilà, dans un petit groupe d'une vingtaine.
Alors, donc, ce programme, donc, on a fait déjà une première conférence, c'était au mois de septembre-octobre dernier, sur globalement la situation de l'énergie sur la région des Pays de la Loire et plus singulièrement sur la Loire-Atlantique. Comment ça pouvait se présenter dans le cadre de la transition. Il y a un document qui existe sur cela. Et comme le soulignait donc Lucie tout à l'heure, nous avons donc fait un webinaire le 9 décembre dernier, le deuxième, et puis ce projet se terminera par un dossier sur les mobilités que cette fois-ci, on espère pouvoir faire en présentiel. Ce sera plutôt vers le mois de mars-avril, quand les conditions seront meilleures. Je suis certain que tout ce qu'on présente là aujourd'hui aurait dû se faire au premier semestre 2020. Mais bon, hein, la situation oblige à faire différemment. Voilà, donc Kervégan est heureux de vous accueillir et heureux de passer cette heure un quart avec vous sur un sujet donc un peu de prospectif dans le domaine de l'habitat. Et donc, je voudrais remercier également aussi, hein, puisque nos trois intervenants qui sont là, donc effectivement Marjorie Musy, donc, que Aurore tu présenteras tout à l'heure, hein, donc voilà, Hugues Delplanque et Benjamin Hagener, donc tu présenteras donc, nos trois invités qui nous font l'amitié d'être là ce soir, sont vraiment des experts dans leur domaine, donc c'est bien agréable d'avoir ça. Donc, voilà pour la conférence de ce soir. Donc, bon, alors moi, je voudrais quand même, juste avant, remercier le groupe de travail au niveau de Kervégan. On était à peu près environ une petite dizaine qui avons mis au point un peu et qui avons travaillé, qui avons fait des auditions pour préparer notamment cette soirée. Voilà, donc merci à tous. Et puis donc, Lucie, qui est une de nos jeunes adhérentes de Kervégan. Voilà, donc il faut toujours un visitage pour les jeunes. Donc, et voilà, et c'est ton visitage, Lucie, mais tu vas t'en sortir admirablement. Merci Louis. Donc effectivement, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle que ce soir, on réfléchit ensemble aux évolutions de nos logements à l'aune du changement climatique qui s'annonce et donc comment adapter dès aujourd'hui nos logements, nos constructions, nos rénovations pour vivre confortablement, disons, dans les années 2030-2050. Donc, je vais maintenant laisser la place à notre première intervenante, Marjorie Musy, donc, qui est chercheuse au CEREMA et qui a fait qui a écrit différents papiers, fait différentes recherches, notamment autour de la performance thermique des bâtiments dans leur environnement et des îlots de chaleur urbains. Donc voilà, donc Marjorie, je vous laisse la parole et partager votre écran. Merci. Alors, faut que j'attende. Voilà. Ça va arriver. Je n'étais pas au début. Désolée. Ah, désolée, il me faut 30 secondes pour lancer. Voilà. Ouais, merci tout d'abord à l'Institut Kervégan de m'avoir invité dans un débat qui, j'espère, sera très fructueux. C'est toujours intéressant de confronter ce qu'on fait en recherche à d'autres pratiques, d'autres idées. Alors, moi, je me suis centrée pour cette présentation sur l'interaction microclimat urbain-bâtiment, en me disant, le bâtiment, si on se pose la question du bâtiment face au changement climatique, on se pose aussi la question du bâtiment en ville, hein, puisque la majorité des personnes vivent en ville, et donc de la place de ce bâtiment dans des interactions fortes avec un environnement très dense, de plus en plus dense, avec beaucoup d'habitants, beaucoup d'usages. Toute cette intensité d'usage et de bâtiments repose la question de comment on conçoit le bâtiment dans cet environnement. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément, du point de vue de la question de l'énergie, bien pris en compte. Alors, qu'est-ce qui se passe en ville maintenant? Je pense que tout le monde a entendu parler du phénomène d'îlots de chaleur urbain. Ça vaut le coup quand même de leur donner des définitions parce qu'elles ne sont pas toujours clairement énoncées. Donc, l'îlot de chaleur urbain, c'est un écart de température entre la ville et l'extérieur de la ville
Donc qui peut varier dans la ville. Au milieu d'un parc, on aura un moins grand écart avec l'extérieur de la ville. En plein centre-ville, on aura un écart important. Alors, il varie spatialement, mais il varie aussi temporellement. C'est-à-dire que dans la journée, il y a beaucoup de villes dans lesquelles on n'a pas vraiment d'écart. On en a plus en fin de journée parce que la ville refroidit beaucoup moins vite que le milieu rural, qui est très ouvert, qui échange avec le ciel, qui est plus balayé par les vents. Donc les surfaces refroidissent beaucoup plus vite, ce qui n'est pas le cas en ville, où les surfaces voient moins le ciel, qui est une surface fraîche, vers lesquelles ils perdent de l'énergie. Et puis les surfaces sont montées beaucoup plus en température, donc elles mettent plus de temps tout simplement à refroidir. Il y a une inertie. Alors, pour vous donner des ordres de grandeur de ces écarts de température, par exemple, dans Nantes, sur des périodes de canicule, on a pu mesurer sur la température d'air dans le centre-ville jusqu'à 7 degrés de plus en fin de journée. Alors, pour le bâtiment, ça a du sens quand même, 7 degrés de plus en fin de journée. Ça a du sens notamment parce que si pendant tout le début de la nuit, on garde un écart important, au moment où les gens qui ont déjà subi une journée très difficile veulent se reposer, ce moment où on se couche par exemple, qui fait très chaud dans les logements, qu'on ne peut pas aérer parce que dehors c'est aussi chaud, c'est bruyant, c'est pollué. En fait, on est dans des situations extrêmement inconfortables et au bout de plusieurs nuits, avec des canicules de plus en plus fréquentes, il y a un réel risque pour la santé. Et à l'heure actuelle, on parle de confort thermique dans les bâtiments, mais on va maintenant parler plutôt de risque de stress thermique dans les bâtiments. Donc là, c'est quelque chose qu'on commence à aborder, que ce n'est pas trop notre culture de parler de risque dans le bâtiment. On était plutôt dans les questions de confort. Alors, c'est des sujets aussi qu'on aborde de différentes manières parce que pour l'instant, les bâtiments, ils sont conçus avec quoi comme fichiers climatiques, en fait, quand on fait des simulations thermiques. On prend des fichiers climatiques qui viennent de l'aéroport, donc plutôt à l'extérieur, qui sont des moyennes sur les 10 dernières années, enfin des reconstructions de moyennes sur les 10 dernières années. Et donc, ces systèmes de moyennes écrasent toutes les canicules. Donc, à l'heure actuelle, la pratique de la conception n'intègre pas du tout ni la ville, ni les extrêmes. On a des sortes de fichiers moyens où il peut y avoir des canicules. Et en plus, on n'est pas sur des projections futures. Donc là, il faudrait progresser. Alors, les prochaines réglementations vont commencer à intégrer le futur, mais il y a vraiment cette question de se poser la question, de dire, bon, comment résiste mon bâtiment si je rejoue 2003, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on sait qu'on aura une canicule telle que 2003 tous les 2 ans. Donc là, nous, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Alors, on peut travailler à la fois sur la question de changement climatique, plus sur l'îlot de chaleur urbain, ajouter les deux. Finalement, c'est deux phénomènes qui vont s'ajouter. Donc, il est important d'avoir les deux. Sur l'îlot de chaleur urbain, alors je vais en venir là, on va avoir sur ces interactions deux actions. Une action qui va dire qu'il va falloir s'adapter, supporter les changements, c'est-à-dire avoir des bâtiments qui vont être plus faciles à rafraîchir. Ça ne va pas forcément être simple. Avoir des villes, adapter les villes également. Au niveau de l'urbanisme, on peut agir sur toutes les solutions de rafraîchissement qu'on peut avoir pour essayer de ne pas avoir d'îlots de chaleur urbain. Protéger au maximum le bâtiment et puis aussi essayer en parallèle de maintenir l'atténuation. Une bonne solution d'adaptation climatique dans les bâtiments et la climatisation, ce n'est pas une bonne solution d'atténuation. Donc en fait, il faut toujours regarder les deux en même temps. Et donc on travaille sur les différentes solutions. Alors le petit schéma que j'ai mis à droite, je me dis, moi, en y réfléchissant, qu'on a un cercle vertueux où, au contraire, on peut se retrouver avec un cercle vicieux entre l'environnement et le bâtiment. C'est-à-dire que plus l'environnement sera hostile, plus on va fermer le bâtiment, plus on aura du mal, par exemple, à faire fonctionner de la ventilation nocturne ou à avoir des solutions passives. Et plus on va aller vers des solutions actives, comme la climatisation, qui, elle, réchauffe l'environnement, puisqu'on rejette de l'air chaud dans la ville. Donc, en fait, dans cette interaction, il y a un enjeu fort à pouvoir ouvrir le bâtiment sur l'extérieur, que les gens puissent aller plus facilement à l'extérieur s'il y fait plus frais, si ça rafraîchit plus vite, si on a des espaces plus frais, à pouvoir ventiler leur bâtiment et notamment toutes les solutions passives qui pourraient revenir si on avait
peut-être un environnement moins hostile, hein, quand vous habitez sur un boulevard. Dormir avec les fenêtres ouvertes, c'est pas quelque chose de simple, hein. Et même s'il fait chaud, en général, on n'y vient pas parce qu'on va pas dormir de toute manière. Donc, même au niveau des formes urbaines, c'est des choses qui peuvent se réfléchir. À l'heure actuelle, le PLU monte en hauteur le long des boulevards. On peut se demander pourquoi. En fait, on aurait pu rester plus bas le long des boulevards pour exposer moins de gens au boulevard, mais monter un petit peu plus loin où les gens pourront plus facilement ouvrir leurs fenêtres. Dans les petites rues, pourront facilement ouvrir leurs fenêtres, pas sur les boulevards. Donc, on aura moins de mal à faire des bâtiments passifs. Donc, pour moi, il y a toute une réflexion du bâtiment à l'environnement. Alors, il y a beaucoup de choses aussi sur le bâtiment, mais on serait peut-être plus avancé sur ces questions de solutions passives sur le bâtiment, même si elles ne sont pas forcément faciles à appliquer et pas souvent appliquées. Alors, donc bon, j'avais dit que c'était très bref, hein, le but c'est de pouvoir discuter, hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette question à revisiter, l'absolue nécessité de concevoir des bâtiments en prenant en compte le changement climatique, les canicules. Ça, il est plus concevable à l'heure actuelle de ne pas le prendre en compte. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Et puis, dans les axes de... Je ne sais plus pourquoi j'en ai mis deux. Oui, dans les axes de travail, il y a vraiment et l'environnement urbain qu'on doit pouvoir rendre moins chaud, plus pacifié, parce que pour moi, derrière, il y a l'acoustique, il y a la pollution, il y a beaucoup de choses, en fait, qui font qu'on pourrait ouvrir les fenêtres, hein, qu'on ne peut pas les ouvrir pour maintenant. Et puis, vraiment, toute la question de concevoir les bâtiments avec des solutions pour les périodes chaudes. C'est pas simple, parce que par exemple, on pourrait adopter des solutions comme à La Réunion, par exemple, avec des fenêtres, avec des ventelles. Sauf que nous, ce qu'on pourrait faire là-bas, ben, ça ne va pas être bien pour l'hiver, parce que c'est plein de ponts thermiques, c'est plein. Donc, il y a vraiment à réfléchir comment on pourrait aller vers de la ventilation nocturne, mais sans, en arrivant quand même à gérer l'été, l'hiver. Et donc, on a quand même cette contradiction été-hiver qui n'est pas facile, hein, qui est pas facile à gérer. Mais si on vraiment on cherche ces solutions, bon, il y a aussi tout ce qui est brasseur d'air, il y a aussi des solutions très peu énergivores qui fonctionnent bien, hein. Et puis, oui, il y a moi, ça me repose la question, ce qui fera le lien avec le prochain séminaire. Donc, la ville qui est construite par et pour l'automobile, parce qu'en fait, ma ville pacifiée, c'est presque celle sans les automobiles qu'on a à l'heure actuelle. Peut-être qu'il peut y en avoir, mais moins bruyante, moins polluante, et que c'est une des clés de la solution aussi. Voilà, j'en avais fini dans cette présentation courte. Merci beaucoup, Marjorie Musy, pour ces premiers éléments de réflexion et pour voilà, un peu exposer, vous, quelles sont vos recherches. Et comme vous dites, on va maintenant un petit peu entendre les personnes qui, elles, sont sur le terrain et commencent également à monter des projets pour répondre à ces contraintes de changement climatique. Alors, donnez-moi une petite seconde. Hop. Et donc, nous allons passer donc à l'intervention de Benjamin Hagenauer, qui est donc le nouveau président de la Fédération des promoteurs immobiliers des Pays de la Loire, nouvellement élu à l'automne, et directeur régional au groupe ARC. Donc, Benjamin, je vous laisse la parole pour nous exposer de votre côté les solutions que vous essayez de mettre en place et les attentes des consommateurs, on va dire, auxquelles vous essayez de répondre. Bonsoir à toutes et à tous. Merci tout d'abord à l'Institut Kervégan pour sa sollicitation auprès de la Fédération des promoteurs immobiliers. Effectivement, nouvellement élu fin septembre, pour représenter très rapidement la Fédération des promoteurs immobiliers. C'est à peu près 50 adhérents, 50 promoteurs de taille tous différents,
du promoteur local qui travaille uniquement sur une ou deux métropoles, des régionaux, des nationaux et puis des majors. En quelques chiffres, ce sont à peu près 1000 collaborateurs sur la région, 16 000 emplois indirects, notamment dans le bâtiment, mais aussi les architectes, les bureaux d'études, et un peu plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires sur le territoire des 5 départements. Peut-être pour reprendre un petit peu le sujet de la vision du changement climatique, de la construction dans le dispositif dans lequel nous sommes aujourd'hui, à la fois face au réchauffement, mais aussi dans cette urgence, parce qu'il y a une double injonction de la part des ménages et des clients depuis le mois de mars et l'arrivée de ce Covid, mais surtout du confinement et de la façon dont on appréhende son logement. La métropole nantaise a notamment fait une étude récemment pour essayer de sonder un petit peu les ménages métropolitains sur la façon dont ils ont vécu ce confinement et ce qui a été facilitant, ce qui a été plutôt compliqué à vivre pour chacun d'entre eux. De façon assez naturelle, il est apparu que les personnes qui vivaient dans un appartement de petite taille en centre-ville et sans espace extérieur avaient plus difficilement vécu le confinement. Donc, on pouvait s'en douter sans faire forcément une étude très, très poussée, mais ces chiffres sont vraiment très importants. La surface individuelle de chaque personne dans un logement était aussi assez importante à prendre en compte. Pour autant, les promoteurs n'ont pas attendu qu'on soit confiné, n'ont pas attendu le Covid pour se poser la question de savoir quel est le logement, entre guillemets, idéal. On parle de bureau idéal, mais de logement idéal. Quel logement qui va répondre à la majorité des ménages. On n'est pas aujourd'hui à se poser la question du prix. Il faut bien sûr accueillir l'ensemble des ménages, mais sur la question de la qualité du logement. Aujourd'hui, on est face à une injonction un peu contradictoire. La notion de ZAN, que certains d'entre vous connaissent certainement, le zéro artificialisation nette, fait son entrée au chapitre d'à peu près toutes les visioconférences sur la thématique environnementale. Et en même temps, si je caricature, les ménages voudraient chacun leur pavillon avec un jardin permettant de mettre la balançoire, le barbecue, le chien, pour pouvoir vivre. Mais ce modèle, c'est comme le modèle évoqué par Madame Musy, on ne peut pas faire une ville uniquement avec des maisons individuelles et des grands terrains, comme on ne peut pas faire une ville avec uniquement des routes pour que les voitures se déplacent. Donc se pose la question, on est face à un enjeu et à des décisions importantes qui est comment reconstruire la ville sur elle-même. La question évoquée par Madame Musy sur les boulevards, la hauteur sur les boulevards et la hauteur dans les rues parallèles est intéressante. Ce n'est pas comme ça que le PLUM, aujourd'hui, le règlement d'urbanisme sur la métropole, est envisagé. En général, on construit plutôt plus haut sur les boulevards et un peu plus bas sur les rues parallèles où il reste encore des maisons. Reconstruire la ville sur elle-même, ce n'est pas uniquement tout démolir l'architecture pour permettre aux promoteurs de bétonner. J'utilise le mot à dessein parce que c'est parfois comme ça qu'on est perçu. Le métier de promoteur est complexe, il fait appel à une expertise large. Nous sommes chefs d'orchestre. On coule du béton, mais on construit aussi en bois aujourd'hui, en béton de chanvre, en paille. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer. Ce qui est important de savoir, c'est quand on achète 2, 3 maisons sur un boulevard, c'est souvent pour y réaliser un immeuble qui va pouvoir accueillir une quarantaine de ménages. C'est ce rapport-là qui est intéressant. Et c'est de se dire comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on accepte la verticalité, la densité, tout en permettant aux ménages de bénéficier de surfaces satisfaisantes habitables et de surfaces extérieures, à la fois des surfaces extérieures individuelles, le balcon, la terrasse, la loggia, et les surfaces extérieures communes, les jardins partagés, voire les toitures terrasses. Si on revient sur la question des îlots de chaleur qui nous préoccupent tous, qui là aussi est un enjeu important depuis quelques années, dont les élus notamment ont pris conscience de façon plus forte, l'adaptation de la densification peut répondre à cela. Nombre de projets que les promoteurs réalisent permettent de renaturer la ville, c'est-à-dire qu'on a une emprise sur le sol qui est moins importante que le bâti précédent, et on vient apporter de la terre, on vient apporter de la végétation, ce qui permet de réduire ces îlots de chaleur. C'est des choses qu'il faut encore pousser, qu'il faut mettre un peu plus loin dans nos objectifs quantitatifs.
La question des toitures végétalisées permet aussi d'atténuer un petit peu la chaleur évoquée tout à l'heure par Madame Musy. Et puis, je crois que sur Nantes, on a un exemple assez important avec la modification du parking Petite-Hollande, qui a vocation à devenir un espace vert ou végétal beaucoup plus important que ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un espace tout goudronné. Donc voilà pour les premières pistes. Je ne voudrais pas être trop long et peut-être ouvrir sur les questions qui ne manqueront pas d'arriver par la suite et laisser la place, je crois, à M. Delplanque. Merci. Merci beaucoup, Benjamin Hagenauer, pour cette vision de vos métiers de promoteur. Vous avez mentionné notamment différents matériaux qui aujourd'hui apparaissent dans les projets de construction. Également la place de la végétation. Je pense que ça peut être une bonne transition vers la présentation de notre prochain invité qui est Hugues Delplanque à l'ATSELA. Donc, Hugues Delplanque est responsable du pôle énergie, trajectoire bas carbone à Loire-Atlantique Développement. Et donc, il va nous présenter certains projets qui ont été déjà créés dans la région, donc certains depuis quelques années, d'autres en construction, et nous parler donc des solutions alternatives qui aujourd'hui émergent. Et également, Hugues, si tu pouvais nous faire aussi un petit focus sur la partie financement en fait de ces projets. Voilà, donc je te mets les slides, je pense qu'on les voit, et donc c'est à toi. Ah, par contre, il faut que tu réactives ton micro. Ici, il n'y a pas une petite diapo juste avant, peut-être, pour présenter? Peut-être, je ne suis peut-être pas au début. Oui, pardon. Voilà. Et juste après, non, il n'y avait pas une diapo entre les deux? Voilà. Pardonnez-moi, mais il me semblait que… Voilà, ici. Bon, d'abord, je voudrais remercier l'Institut Kervégan, effectivement, de nous faire intervenir sur un sujet aussi passionnant que le logement au défi du changement climatique. Le changement climatique, on en parle depuis très longtemps. Ce qui intéresse probablement les participants, c'est effectivement, une fois qu'on a bien identifié les défis, les enjeux, c'est peut-être se dire quels sont les leviers activables. Donc, je vais me présenter. Je fais effectivement partie de l'agence Loire-Atlantique Développement. Donc, c'est une agence de 140 personnes implantées sur l'île de Nantes, qui est l'agence d'ingénierie des territoires de la Loire-Atlantique. Et donc, à l'intérieur, on trouve plusieurs métiers. Je vais surtout parler du mien. Je vais parler ce soir plutôt en tant qu'aménageur, c'est-à-dire que nous sommes, avec les promoteurs, à l'origine d'un certain nombre d'opérations de construction, avec, comme l'a très bien dit M. Hagenauer, en fait, deux façons de faire. Il y a la façon de construire la ville de façon diffuse. Effectivement, on déconstruit 3 maisons et puis on en remplace par 40 logements. Et puis, il y a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les opérations d'ensemble, pour lequel un aménageur comme nous a effectivement une fonction, un rôle de prescripteur général, un rôle effectivement majeur en termes de responsabilité économique pour la bonne sortie de cette opération. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et donc, plutôt, effectivement, vous présenter 2 projets ce soir qui nous semblent en partie, parce qu'il n'y a aucun projet parfait, répondre aux enjeux tels qu'ils ont été déjà bien définis. Donc, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Lucie. Alors, le premier projet sur lequel je voulais effectivement venir, c'est le projet de La Fleurie à Carquefou. C'est un projet qui, sur son extension ouest, qui est en cours depuis l'année 2010, maintenant 2011, fait une superficie d'à peu près 37 hectares. On possède une programmation assez mixte puisque vous avez beaucoup d'équipements de loisirs sur ce quartier. Vous avez la base nautique tout au fond, vous voyez sur l'aire. Vous avez l'école de musique en son centre, un centre équestre un peu plus bas à gauche qu'on a implanté en 2015. Et puis, fort de tous ces équipements de loisirs et au voisinage direct
d'un grand nombre d'entreprises la construction de 600-650 logements avec des destinations effectivement très différentes selon les publics, et puis 5 à 10 000 mètres carrés de tertiaire et d'équipement. Alors, ce projet, il est intéressant. Bon, il a reçu effectivement de nombreux prix, mais pourquoi il a reçu de nombreux prix? Tu peux passer à la diapo suivante. Et surtout, dans quelle mesure il peut répondre aux enjeux, défis qui ont été définis en amont. Tu peux passer à la diapo suivante, oui, s'il te plaît. Normalement, c'est bon. C'est pas celle-ci que tu veux? Celle-ci, on vient d'avoir. Voilà, celle-ci. Alors, le premier point sur lequel on a voulu effectivement jouer, c'est… non, alors en fait, oui, ça va un peu trop vite. En fait, je pense, pardon, parce que je pense que quand je passe, ça ne passe pas tout de suite. C'est pour ça. Vous, tu peux revenir sur la… Voilà, tu peux revenir à la limite sur la première, finalement. On en comprend beaucoup de choses. C'est que, je veux bien que tu reviennes sur la précédente, finalement. Sur la précédente, on comprend déjà beaucoup de choses. D'abord, effectivement, il s'agit de densifier, mais densifier pas n'importe comment. Densifier en permettant de faire en sorte que vis-à-vis des riverains, vis-à-vis d'une certaine culture de la maison qui peut effectivement exister comme étant, pour une bonne partie de la population, un idéal, trouver les justes compromis en termes de densité et amener effectivement… on le voit très très bien sur cette photo, le vert qui vient de l'espace naturel de l'Erdre, qui va venir jusqu'en cœur d'îlot de chacune des opérations immobilières et qui va faire qu'on va créer un microclimat déjà favorable autour des bâtiments. Ensuite, on a effectivement une densité qui n'est pas négligeable, qui fait qu'effectivement, on arrive à loger bien plus de personnes que si on est dans un étalement qui ne serait fait que de maisons, telles qu'on a un peu trouvé très couramment dans les années 70, 80, 90, au travers des lotissements sur lesquels on a des densités qui sont plutôt très faibles. Et puis, c'est là où tu peux venir effectivement à la diapo suivante. La question, c'est effectivement d'aller plus loin et surtout d'arriver à concilier la qualité architecturale, la performance énergétique et les lieux de fraîcheur. Donc, sur ce quartier, c'est ça qui est un petit peu, si vous voulez, un petit peu, je dirais, unique, un peu en son genre encore, y compris au niveau national, c'est que l'ensemble des constructions qui sortent sur ce quartier répondent à un standard passif qui a été déjà beaucoup cité. Donc, le passif, c'est quoi? C'est essayer de tabler sur l'intelligence de l'enveloppe du bâtiment pour répondre aux besoins fondamentaux des habitants. Le résultat, puisque cette opération fait l'objet d'une évaluation annuelle depuis 5 ans, c'est que la majeure partie des habitants aujourd'hui souffrent très peu de surchauffe à l'intérieur de leur logement. Et on pourrait voir pourquoi du point de vue technique. On joue en fait sur des effets d'inertie, des effets de ventilation et des effets de protection solaire soigneusement étudiés. Ensuite, ce sont des bâtiments qui vont effectivement consommer très très peu d'énergie. La facture annuelle globale moyenne de chacun de ces logements est de l'ordre de 100 € par an. Et puis, le fait qu'effectivement, ils ne surchauffent pas permet de ne pas devoir investir dans une climatisation dont, effectivement, il faut rappeler que plus les personnes s'équiperont de climatiseurs, plus on va réchauffer non seulement la planète, mais aussi l'ambiance au voisinage de sa propre habitation. Donc, c'est effectivement des solutions qu'il faut réussir à amoindrir le plus possible. Il y a des marges passives. Le microclimat, d'abord, qu'on a créé en faisant entrer le végétal en cœur d'îlot et l'approche passive que j'ai essayé de simplifier au plus haut point, permet effectivement ces différents résultats. Et puis peut-être diapositive suivante. La
le temps que ça défile pour que ça vienne effectivement à tout le monde. Ici, on le voit bien, on utilise à plein les énergies renouvelables. C'est un quartier où, sur l'année, en volume global, on produit autant d'énergie renouvelable qu'on en consomme. Et de ce point de vue, la photo qui est prise ici est tout à fait parlante, puisque vous voyez bien que finalement, on préserve au maximum la nature en ville, la nature au cœur d'îlot, les constructions passives et puis l'utilisation d'une ressource qui tombe au droit de ce foncier, au droit de ce quartier, qui est utilisé sur chacune de ces toitures et qui permet effectivement du coup d'atteindre des taux de couverture en volume sur l'année d'environ 100%, ce qui est effectivement là encore relativement unique. On va passer à un autre exemple, parce que c'est vrai que c'est un quartier dont on peut parler beaucoup, mais oui, ici peut-être quelques retours d'habitants et de collectivités, c'est important à dire, parce qu'en fait finalement, nous on construit pour deux clients, si j'ose dire. Notre premier client, c'est notre commanditaire. C'est la collectivité au sens large, ici Nantes Métropole et la ville de Carquefou. Et effectivement, le fait de sortir ce type de quartier sans qu'il n'y ait de participation publique apportée en démontre un certain côté transposable. Et puis de l'autre, nos clients finaux, si j'ose dire, c'est-à-dire quand nous vendons des terrains à des promoteurs et que ces promoteurs construisent ensuite pour le compte de ses habitants en prenant en compte les prescriptions qu'on a mises en place en amont, eh bien c'est eux finalement qu'il faut toucher, c'est eux qui vont vivre pendant des dizaines et des dizaines d'années dans ces logements. Et effectivement, aujourd'hui, preuve à l'appui, on a fait de nombreuses enquêtes et ils viennent effectivement bien confirmer ce que je vous ai indiqué. Autant, vous n'êtes pas obligé de me croire, à un moment donné, quand les habitants s'expriment ainsi, il faut pouvoir les écouter. Et je vais même vous faire une petite faveur, c'est qu'ils trouvent qu'on en fait beaucoup autour de cette opération. Ils nous disent, mais toutes les opérations devraient être de ce type. Pourquoi on en parle autant ? Alors, évidemment, la question se pose vraiment, parce que pourquoi il n'y a pas autant de quartiers comme ça ? Parce qu'effectivement, ça nécessite d'activer un certain nombre de leviers et d'être très conscient dès l'amont. C'est un quartier qui a été imaginé en 2011, de tout ce qu'il faut activer comme levier pour y parvenir. Et puis, deuxième exemple, pour ne pas être trop long, parce que je vois que l'heure défile, pardonnez-moi, je suis bavard. Deuxième exemple, je voulais vous parler. Alors bon, le plan est très pixelisé. C'est vrai que pour un aménageur, ce n'est pas tellement digne, pardonnez-moi. Mais peu importe, il s'agit du quartier de la Maisonneuve à Guérande, qui a à peu près la même taille. On est toujours sur des opérations d'ensemble et non pas sur des opérations diffuses, telles que citées précédemment. On est à peu près sur les mêmes tailles, à peu près les mêmes programmations. On trouve aussi bien de l'équipement que du commerce en rez-de-chaussée. On arrive effectivement à dégager ce que Eduardo Soto de Moura a expliqué dans son esquisse, dégager des doigts verts dans des doigts urbanisés, c'est-à-dire qu'à vrai dire, on arrive à faire rentrer la ville dans la nature, ou plutôt faire rentrer la nature dans la ville, pour faire que quand on densifie, parce qu'effectivement, vous le voyez bien sur la partie est de Guérande, l'idéal, effectivement, clairement, de tout ce qui a été fabriqué depuis 30 ans, 40 ans à Guérande, c'est clairement la maison. Donc, comment venir faire plus dense que la maison en faisant bien accepter ça? Eh bien, on fait entrer ces doigts verts dans ces doigts urbanisés. C'est le sens un peu de ce plan masse. Et c'est donc pas très gênant qu'il soit aussi pixelisé, parce que du coup, on voit bien ces doigts verts intervenir. Et puis, peut-être, diapositive suivante, se dire qu'est-ce qu'on fabrique avec les promoteurs pour le compte des habitants. Alors, bon, je donne quelques exemples. On a effectivement sorti sur cette opération un projet d'habitat participatif qui est entièrement biosourcé, qui dispose effectivement d'une toiture solaire photovoltaïque, qui est un des premiers investissements participatifs réalisés avec Cowatt au niveau régional.
Ensuite, on a effectivement, on reprend d'une façon un petit peu diverse une approche bioclimatique passive qui a été beaucoup citée. Et je crois franchement que c'est le cœur. La semaine dernière, Pierre-Yves Legrand de Novabuild nous expliquait cette problématique ou cette question low-tech, high-tech. Il est certain que low-tech est plus pérenne. Il demande moins d'entretien maintenance, il tombe moins souvent en panne. Donc, c'est vrai que investir l'enveloppe, c'est quand même le cœur du sujet, me semble-t-il, et c'est ce qu'on s'efforce de faire dans bon nombre de nos projets. On a mis en place effectivement sur tout le secteur 2 de la ventilation naturelle qui est à peine activé par du mécanique. Alors, ça a nécessité de déployer un certain nombre de moyens d'ingénierie, peu importe, mais l'idée, c'est quoi? À Guérande, il y a pas mal de vent. Exposons les bâtiments de façon à ce que le renouvellement d'air hygiénique se fasse de façon naturelle en utilisant le moins possible les énergies, on va dire, conventionnelles. Et puis, voyez-vous, en bas à gauche, j'ai mis ce qui pourrait paraître comme un pauvre tas de terre. Voilà, un pauvre tas de terre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un pauvre tas de terre? Voilà une vraie question. Ça fait 10 000 ans qu'on construit en terre crue. Et puis, ça fait 50 ans à peu près que la maîtrise d'ouvrage professionnelle, globalement, avait oublié la pratique d'utilisation de la terre crue. Et en fait, la terre, on peut en faire, à partir du moment où elle est suffisamment argileuse, on peut en faire plein de choses. On peut y trouver des débouchés agronomiques pour restructurer effectivement à 15 km à la ronde des sols dont les agriculteurs peuvent avoir besoin. Mais on peut aussi l'utiliser dans le BTP, bâtiments, travaux publics. Et c'est comme ça que progressivement, l'ensemble des constructions qui sont amenées à sortir sur ce quartier vont utiliser de plus en plus la terre crue dans leur construction. Alors, il faut parler des bénéfices, parce que si c'est juste faire ça pour faire ça, c'est pas tellement intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise une ressource locale. Il y a moins de déchets qui sont produits, bien évidemment, puisque moins de mise en décharge. Et puis, pour les habitants, on utilise cette terre comme un régulateur hygrothermique et on utilise cette terre pour son inertie. On revient à un des 3 leviers activables du point de vue physique pour que nos logements soient les plus frais possibles. Je les ai déjà donnés tout à l'heure et ils ont déjà été indiqués précédemment. L'inertie, la ventilation, les protections solaires. Une fois qu'on pense bien ces 3 sujets, on limite très, très, très fortement les surchauffes et surtout, on amène, y compris du point de vue visuel, une paix intérieure au logement qui, nous l'espérons et nous le pensons, feront que les habitants apprécieront encore plus ce quartier. Voilà, j'espère avoir été pas trop long. Merci beaucoup, Hugues Delplanque, pour cette présentation qui, voilà, je pense, nous permet aussi d'avoir un peu une vision d'un exemple, mais voilà, une vision concrète de ce qui peut se faire dès aujourd'hui, finalement. Alors, nous allons maintenant ouvrir la partie questions de notre webinaire. Le but, c'est vraiment que chacun puisse échanger avec nos intervenants. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Pour l'instant, on a eu quelques commentaires lors de l'intervention de Marjorie Musy sur les fichiers météo qui étaient utilisés effectivement pour faire des simulations sur les températures. Et donc, il semblerait que la question de la ventilation ne soit pas encore tout à fait résolue. Hugues nous a présenté voilà, des solutions qui pouvaient se mettre en place dans certains environnements, on va dire. En fait, j'ai envie de commencer par une question assez terre à terre et assez voilà, niveau zéro de notre sujet. On a entendu plusieurs fois la mention de bâtiments passifs. Et finalement, si
voilà, un de nos intervenants pouvait nous donner une définition assez courte de qu'est-ce qu'un bâtiment passif, qu'est-ce qu'on entend par cette définition. Marjorie, peut-être? Oui, je veux bien. Ce qu'on entend par bâtiment passif, c'est un bâtiment qui sera rafraîchi sans l'utilisation de systèmes actifs, c'est-à-dire qui eux-mêmes nécessitent de l'énergie pour rafraîchir, en fait. Donc, les systèmes passifs, ça peut être des brises-soleil, ça peut être des systèmes de rafraîchissement par évaporation, ça peut être la ventilation naturelle, alors par simple ouverture des fenêtres ou par utilisation du système de tirage thermique, c'est-à-dire que l'air chaud de l'intérieur peut sortir par des ouvertures hautes à condition que dehors ce ne soit pas plus chaud. Alors dans ces cas-là, c'est vrai que la ventilation, elle peut être compliquée quand il fait très chaud. Dans ces cas-là, il y a quand même des solutions pour réchauffer encore plus l'air au niveau de la sortie, par exemple en mettant des sortes de petits capteurs qui permettent de réchauffer très localement dans les cheminées l'air, et puis de l'air très chaud va sortir et faire un effet d'aspiration dans les bâtiments. Ou alors on peut avoir des systèmes aérodynamiques qui vont amplifier la dépression. Donc il y a des solutions techniques, mais qui ne nécessitent pas d'énergie pour fonctionner. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont souvent, qui peuvent être inspirées de l'architecture vernaculaire, mais qu'il faut évidemment revisiter parce que les modes de vie ont changé. Donc on ne peut pas repartir sur du moucharabier comme il existait. Ou voilà, on a quand même des fonctionnements assez différents. Très bien. Et du coup, je compléterai, Hugues, si tu pouvais compléter peut-être la réponse concernant, parce que donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des logements lors de la saison estivale et comment faire face au réchauffement de nos étés. Et comment est-ce qu'un bâtiment passif peut répondre aussi aux besoins de chauffage, parce qu'on reste quand même un climat tempéré pour l'instant, avec aussi des hivers où il nous faut chauffer nos intérieurs. En fait, le principe, c'est de faire que l'enveloppe, de par sa conception, c'est-à-dire de par sa capacité à limiter les pertes, d'une part, optimiser les gains, d'autre part, issus notamment des apports solaires passifs via simple vitrage, mais aussi de par les apports internes que chaque habitant représente en tant que tel, fasse que chaque logement ait à peine besoin d'un système de chauffage. Et c'est comme ça que sur une chambre de 10 mètres carrés, par exemple, une chambre de 10 mètres carrés va avoir un niveau de déperdition d'environ 100 watts. Et comme chaque corps humain rayonne à peu près 100 watts, ça veut dire que quand il fait entre 0 et moins 5 dehors, la simple présence d'une personne dans cette pièce fera que la température sera effectivement comprise entre 19 et 21. Et tous les sondages qu'on a fait sur le quartier de la Fleurier, on parle bien de choses existantes, font que quand on arrivait dans les logements, sans qu'ils ne soient chauffés, sur des températures qui sont de toute façon celles qu'on connaît au cœur de l'hiver, les logements sont entre 20 et 22 degrés sans devoir les chauffer. Donc, effectivement, quand on fait la somme de tout ce qui peut se passer sur les logements, parce que certaines personnes peuvent demander un petit peu plus, certaines autres personnes peuvent s'étonner que les radiateurs soient extrêmement froids, et toute la sensibilisation qu'il y a à faire sur ce qu'apporte ce type de logement fait qu'il reste quand même un petit résidu, mais qui fait que par rapport au logement réglementaire actuel ou au logement ancien qui plus est, je vous le dis, c'est des chiffres qui sont mesurés, ce n'est pas du marketing, 100 € de chauffage par an, si tous les Français pouvaient payer 100 € de chauffage par an sans devoir investir dans une climatisation l'été, je pense qu'on s'en réjouirait pas mal.
Peut-être, si je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Hugues Delplanque, il y a aussi une formation du bon usage du logement auprès de nos clients. Et je pense qu'on doit tous être partie prenante, à la fois les aménageurs que représente Hugues ce soir, les bureaux d'études, mais nous aussi promoteurs, lorsqu'à la livraison, nous faisons le tour du logement, nous remettons les clés à nos clients. C'est de leur expliquer, non pas à vivre, ce n'est pas notre mission, mais leur expliquer que le logement, les aérations qu'il y a autour des fenêtres ne doivent pas être bouchées. S'il y a un courant d'air, il est fait pour réguler à la fois la température, l'air intérieur et donc la qualité, la santé des occupants. Et puis, il faut aussi qu'on puisse envisager dans nos pays occidentaux et plutôt privilégier qu'en hiver, on a le droit de mettre un pull, y compris à la maison, et que c'est plus facile de rester en chemise ou en polo et de tourner le bouton du radiateur pour monter à 23, 24 degrés, mais que ce n'est pas forcément la meilleure température, la meilleure façon de faire de façon collective preuve de réflexion pour l'avenir de l'humanité si on utilisait des grandes formules, mais au moins pour avoir une planète qui évite de se réchauffer à trop grande échelle sur les 20 ou 30 ans qui arrivent. Donc, forcément, nous, au début, en tant que maître d'ouvrage, accompagné des aménageurs, des architectes, on doit faire les bons choix. J'ajouterai aussi à ce que disait Hugues Delplanque sur le projet de Guérande, comme sur celui de Carquefou, qui a aussi une réflexion avec les architectes et les urbanistes dès le début sur l'orientation des bâtiments. Ça peut paraître un peu basique, mais effectivement, si on place un salon au nord ou au sud, en fonction de la végétation extérieure, si on a des feuillus qui sont à 3 mètres des fenêtres, eh bien l'été, le soleil va être un peu coupé et capté par la végétation, donc la chaleur va être atténuée dans le logement. À l'inverse, l'hiver, les arbres n'ayant plus que les branches, la chaleur, même résiduelle, du soleil en hiver pourra rentrer dans le logement. Donc, ce sont des choses qui peuvent paraître un peu anecdotiques, mais qui finalement, quand on les prend très en amont, et c'est vraiment ce qu'on essaye de travailler en tant que maître d'ouvrage, et je pense que les urbanistes, les aménageurs ont aussi ça en tête, je vois Hugues qui valide, il faut anticiper, on a besoin de tous se réunir, il ne faut pas toujours réinventer la poudre. Notre métier est fait de règles, de normes. Il y a aussi du bon sens qu'il faut pouvoir remettre au service de chacun d'entre nous. Donc voilà, c'était un petit pas de côté que je souhaitais faire parce qu'il n'y a pas que des coûts et des matériaux, il y a aussi du bon sens et de l'intelligence collective à mettre ensemble. Très bien, merci. Alors, personnellement, moi, j'ai d'autres questions à poser à nos invités, mais n'hésitez surtout pas à poser les vôtres dans le chat. On avait Laurent qui nous... Alors, pas Laurent, l'organisme, hein, Laurent, prénom Laurent, qui nous demandait en fait si sur le projet à Guérande, Hugues, si la ventilation était uniquement de la ventilation naturelle, et notamment pour on parlait à l'instant des ventilations en hiver, ce que lui mentionnait, donc les ventilations mécaniques, dites ventilation hybride. Donc voilà, savoir si elles étaient également implémentées dans ces logements. Alors, pour répondre, il faut bien distinguer deux types de ventilation. Il y a la ventilation qui sert à la ventilation hygiénique, qui est essentielle à ce que nous puissions respirer dans des bonnes conditions, rester concentrés, et être dans des bonnes conditions de vie. Et puis, il y a ce qu'on appelle la surventilation qu'on peut faire, notamment de nuit, quand effectivement on est sur des périodes, et ça rejoint une des remarques qui a été faite tout à l'heure, où on a une amplitude thermique suffisante entre le jour et la nuit pour profiter de la fraîcheur de la nuit, la stocker dans l'inertie du logement et ainsi se retrouver au petit matin avec une température pas trop élevée. Donc, ce qu'on a mis en place sur Guérande, c'est effectivement un petit peu unique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se réfère à la réglementation thermique française telle qu'elle est définie aujourd'hui, autant la ventilation naturelle, je parle bien de la ventilation naturelle hygiénique, est permise dans l'existant, mais elle n'est pas forcément dans le neuf.
nous, fort est de constater qu'on a souhaité, compte tenu du climat, compte tenu de la philosophie du projet, mettre en place un système de ventilation naturel qui, qui va fonctionner à très basse pression, qui va fonctionner plutôt avec des conduites verticales qu'avec des conduites horizontales telles qu'on peut les avoir dans les systèmes de ventilation mécanique classiques, mais qui font qu'effectivement, quand les dépressions de façade à façade, ou j'ai envie de dire de niveau inférieur à niveau supérieur, sont trop faibles, parce que ça peut quand même arriver, le système soit un tout petit peu activé par un moteur qui va consommer 3 fois rien et qui va, on va dire, fonctionner. Les calculs ont été faits très sérieusement en impliquant le CSTB, les meilleurs bureaux d'études sur ces sujets, le tout ayant débouché d'ailleurs, je parle pour les professionnels, sur une appréciation technique expérimentale qui a été cofinancée par l'ensemble des promoteurs en ayant bénéficié à l'échelle de l'opération. Ça aussi, c'est un point important. C'est nous qui avons cherché à organiser et mutualiser l'intelligence collective dont parlait Benjamin Guenemer tout à l'heure, au profit non pas d'une opération ponctuelle, mais plutôt au profit de 200 logements qui du coup en bénéficient et qui font qu'effectivement, ce qu'on appelle une ventilation naturelle assistée par un petit moteur qui se trouve en général en toiture et qui fait qu'effectivement, on a des légères émergences, mais tout ça pour la bonne cause. Et surtout, je pense que c'est ça qui est important, le défi, c'est réussir à faire du naturel en respectant ses débits. Voilà, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de logements où les débits de renouvellement d'air, y compris en passant par des systèmes mécaniques, ne sont pas forcément au niveau qu'on attendrait. Merci. Alors, j'ai envie d'orienter un petit peu la conversation autour des différents matériaux qui peuvent être aujourd'hui utilisés dans le bâtiment. C'est vrai qu'on a, grosso modo, dans les décennies précédentes, on a beaucoup parlé de tout béton, etc. Donc, Marjorie, peut-être que tu pourrais juste nous exposer un peu, voilà, quels sont un peu les types de matériaux qui sont aujourd'hui proposés en fait pour avoir une résilience plus forte des bâtiments au climat extérieur finalement. Alors, oui, je peux vous parler de ce que j'ai testé parce que je travaille assez peu sur la question des matériaux, mais on a quand même testé là dans des études de bâtiments en ville soumis à des canicules, l'apport de l'utilisation de la terre crue. On l'avait fait. On avait d'autres différents types d'isolants également. Ce qu'on a vu, c'est qu'on gagnait un petit peu quand même, hein, parce qu'il y avait bon, l'effet de l'inertie, mais aussi l'effet des transferts d'humidité qui permettait, par le changement de phase, de consommer un petit peu d'énergie pour le changement de phase et puis du coup d'avoir moins de montée en température. Donc on l'a constaté. Ce qu'on a quand même constaté quand on prenait les bâtiments tels qu'ils avaient été conçus, c'était sur un quartier à Lyon, donc on a des grandes amplitudes, enfin, là vraiment une problématique d'îlots de chaleur urbain importante et de température déjà importante, c'est que ça faisait pas forcément la différence. En fait, sur un même bâtiment qui était conçu un petit peu, enfin, qui n'avait pas été bien conçu du point de vue des apports solaires, qui avait pas, et puis sous le climat de Lyon, ça suffisait pas quand même. Donc là, il fallait dans ces logements avoir des brasseurs, avoir des techniques qui permettaient d'assurer le confort dans les chambres notamment, hein, qui posaient problème. Mais on a bien vérifié qu'on gagnait un petit peu quand même sur le confort thermique. Ça, mais c'était descendre un petit peu d'une classe de confort, quoi. C'était gagner peut-être 1 heure de confort par jour, mais ça suffisait pas à Lyon. Mais bon, 1 heure de confort, ça peut déjà être ça. Après, je l'ai pas fait j'ai pas fait l'exercice sur d'autres villes avec des climats moins extrêmes. C'est vrai que là, on aurait moins d'heures d'inconfort, peut-être qu'on arriverait finalement à les effacer.
Et du coup, au niveau des promoteurs immobiliers, est-ce que vous voyez une augmentation finalement des projets qui inclut une certaine une demande en matériaux un peu nouveaux, voire biosourcés? Sur ce point, je pense et je crois qu'il faut distinguer deux aspects. Il y a à la fois ce que disait Delplanque, la volonté d'aller vers un bâtiment moins énergivore, donc le bâtiment passif, qui utilise aussi d'autres matériaux que le béton. Et puis, il y a la réglementation thermique qui s'impose à nous, aujourd'hui dans le cadre de la RT 2012, réglementation thermique 2012, qui très rapidement et à l'horizon de l'été 2021 va devenir la réglementation environnementale 2020, RE 2020. On ne sait pas encore quels vont être les contours précis de cette nouvelle réglementation qui va s'imposer à tous les nouveaux projets immobiliers. Toutefois, on peut imaginer qu'il y ait une volonté de la part du législateur de diminuer la consommation d'énergie des bâtiments, de diminuer la consommation de carbone, d'utiliser des matériaux biosourcés, vous venez de le dire. Alors le biosourcé, c'est bien sûr le bois, mais ça n'est pas que le bois. Se développe le béton de chanvre, la paille, d'autres matériaux que la terre cuite qui a été évoqué également tout à l'heure. Et puis, il ne faut pas mettre de côté le béton Le béton n'a pas que des contraintes, il a aussi beaucoup de qualités, des qualités techniques, des qualités structurelles. Et puis, certains industriels innovants travaillent actuellement à faire en sorte que le béton soit moins carboné. On parle même de béton décarboné. Il y a notamment une expérimentation assez intéressante en Vendée de la société Hoffman Green Cement Technology, HGCT, qui a développé un process chimique qui permet de réduire considérablement le carbone. Donc, on va possiblement à l'avenir continuer à faire des bâtiments en béton, mais qui seront moins toxiques, si on veut utiliser ce terme-là, pour l'environnement. Donc, il faut bien distinguer les deux. Depuis quelques années, les promoteurs sont en recherche de solutions ou d'innovations, parfois poussées ou invitées par les aménageurs, parfois parce que c'est une volonté intrinsèque de leur part. Et beaucoup d'expérimentations existent. Le cas de Carquefou ou de Guérande est fait à grande échelle, mais beaucoup d'opérations, y compris sur le territoire de la métropole nantaise, sont réalisées avec une ambition de réduire la consommation énergétique et le carbone. C'est d'ailleurs une orientation que souhaite la FPI au niveau national. On a une remise des prix qui s'appelle les pyramides, qui auront lieu au niveau national demain soir. Un des prix concerne le bas carbone. Donc il y a vraiment une volonté d'accompagner ce changement. On a conscience qu'il faut aller vers une réduction de cette consommation d'énergie. À cela, deux choses. Une première interrogation qui est de se dire quand un foncier est bâti, peut-être que la meilleure solution, ce n'est pas de démolir, mais de voir comment on peut réadapter l'existant. C'est une première façon de tirer la chronologie des matériaux et de l'énergie qui est dépensée pour construire. Et puis, il y a un autre aspect, c'est comment faire en sorte que le modèle économique, puisque nous sommes des sociétés privées et nous devons gagner de l'argent, payer des salaires, payer les entreprises avec qui nous travaillons et l'ensemble des partenaires, comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre économique qui nous permette de construire de façon plus vertueuse encore, tout en proposant à l'ensemble des ménages, des plus précaires aux mieux dotés, de pouvoir se loger. Et ça, c'est une interrogation qu'on partage très régulièrement avec les aménageurs. Je pense que Delplanque pourra s'en faire l'écho certainement. Donc, voilà ce que je pouvais ajouter sur ce point, sur les matériaux. Nous sommes encore à l'aune d'une modification qui s'accélère, qui va être importante, mais les solutions ne sont pas uniques, elles ne sont pas toutes trouvées aujourd'hui. Et donc, c'est une très bonne question que vous vous posez justement sur l'aspect économique de ces projets. Et donc, finalement, on a une question qui nous est venue de comment est-ce qu'on intègre toutes ces prescriptions environnementales, alors que ce soit avec une réglementation, mais aussi une ambition, comme on voit sur ces quartiers passifs qui vont au-delà de la réglementation. Donc, comment est-ce qu'on intègre en fait ces envies d'aller plus loin en termes environnementaux et un prix qui reste abordable pour ces logements
pour voilà, ne pas augmenter la fracture sociale et comment est-ce qu'on fait en sorte que ces projets soient… alors, voilà, du côté finalement de l'habitant, que ces projets et que ces logements soient abordables et pas seulement voilà, miroiter le fait qu'une facture énergétique moindre va compenser la différence de prix, mais aussi comme vous le disiez, en fait, finalement, du côté des constructeurs, des promoteurs, des aménageurs, comment est-ce que ces projets-là sont aussi rentables. Donc, je ne sais pas si, Hugues, peut-être tu veux évoquer cet aspect financier, finalement, des projets. C'est vrai que l'aspect économique est très important. Et c'est vrai que dans toutes les prescriptions qu'on met en œuvre, nous, les promoteurs le savent bien, on mesure en permanence l'impact économique de nos prescriptions à 3 échelles. Pour l'opération d'aménagement dont on a la responsabilité économique, là on parle de la production des espaces publics. Pour les promoteurs, parce qu'ils ont effectivement un modèle économique, en tout cas un équilibre économique à trouver dans le cadre de la construction, d'abord l'achat du foncier, la construction et puis la commercialisation de leur logement. Et puis, troisième sujet qui était un peu évoqué, mais c'est moins le sujet ce soir, mais simplement pour vous dire qu'on se pose ces questions pour le producteur d'énergie renouvelable quand il y en a un et quand en plus il s'agit d'un tiers. Et donc, il faut effectivement, sur tous ces sujets, bien mesurer avant de prescrire quel que soit le type de prescription. Je vois un certain nombre de questions, est-ce qu'on prescrit ici, est-ce qu'on prescrit ici, est-ce qu'on prescrit ici. Nous, si vous voulez, moi j'ai toujours coutume de le dire, et les promoteurs le savent très très bien, la mise en place d'un cahier des charges n'est finalement pas pour moi un démarrage d'opération. C'est un aboutissement de réflexion sur jusqu'où on peut aller avec quel impact économique sur ces 3 bilans et quels bénéfices aussi qu'il faut pouvoir aussi valoriser de façon à ce qu'effectivement ce qu'on prescrit en amont, parce qu'on prend une sacrée responsabilité, puisse effectivement trouver finalité et soit suffisamment réaliste. Il est assez facile de prescrire des objectifs extrêmement ambitieux non tenus. Il est beaucoup plus difficile de prescrire des ambitions qui ont un sens du point de vue du confort de la santé, mais aussi qui ont une réalité économique. Nous, c'est vrai qu'on a la chance, au niveau de notre agence, d'être producteur d'énergie renouvelable, d'être constructeur, d'être aménageur. Donc, on se pose en permanence ces questions pour amener de la crédibilité à nos prescriptions et pour faire qu'effectivement, avec les promoteurs, on atteigne les objectifs. Donc, moi, je pense que ça passe effectivement par une analyse, mais là, ça prendrait beaucoup trop de temps pour l'exposer, une analyse tous azimuts sur ce que souhaite la collectivité, ce que constitue le programme, ce qu'amène comme richesse le site sur lequel on va construire. Et n'oublions pas effectivement une donnée extrêmement importante, c'est d'être tout à fait à jour sur les savoir-faire en présence qui vont mettre en œuvre l'ensemble de ces solutions. Voilà. Et quand on a finalement, si vous voulez, fait l'intersection de ces 4 champs d'analyse, on tombe sur des prescriptions qui en général disposent d'une certaine résilience, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir considérer qu'on arrivera au bout. Et bien sûr, il y a parfois un peu de déchets, hein, on n'est pas parfait, il peut y avoir des petites choses qu'on abandonne entre-temps, mais c'est vrai que la plupart du temps, en tout cas sur les 2 opérations par exemple que je vous ai citées, il y a extrêmement peu de déperdition entre les ambitions du départ et les réalisations finales, parce qu'on a dû se poser probablement à chaque fois les questions sur ces 4 champs pendant des mois et des mois. Je dirais que ça prend très facilement 1 an et demi de construire un cahier des charges qui soit responsable. J'étais un peu long, pardonnez-moi, mais vous m'emmenez sur vraiment un petit peu l'art de ce que représentent nos métiers, en fait.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Benjamin Agnauer? Pas particulièrement. Je voyais une question de monsieur Lecoq qui me demandait de prolonger et de préciser mon propos sur les obstacles à faire sauter. Comme je l'ai dit tout à l'heure à la fin de mon intervention, il n'y a pas une seule solution miracle. C'est un ensemble de solutions qui s'offrent à nous et qu'il convient de piocher, de picorer à bon escient, en essayant de se mettre avec la collectivité, les aménageurs, le moins de contraintes initiales. Il y a un cadre qui doit être suivi, un cadre avec un objectif qui est partagé. Après, il faut faire confiance à l'intelligence collective, l'intelligence des bureaux d'études, l'intelligence de l'architecte, l'intelligence du maître d'ouvrage que nous sommes. Nous n'avons aucun intérêt à construire moche, à construire non durable, à construire énergivore. Au-delà du fait d'être des professionnels qui défendons un modèle économique, on est aussi des citoyens. Donc, cette question, elle est difficile de dire quels sont les obstacles pour construire plus vertueux et vraiment pour tous les habitants. La réglementation nous invite à construire pour tous. Le règlement d'urbanisme métropolitain, le PLUM, qui a été mis en œuvre ou qui est mis en œuvre depuis mai 2019, nous invite à faire davantage de logements sociaux en pourcentage, davantage de logements abordables, de logements dits intermédiaires. Donc, la construction neuve participe à ce que la plus grande partie de la population puisse se loger, quelle que soit sa situation financière, si je m'autorise. On ne vient pas combler toutes les difficultés liées au droit au logement, liées à la difficulté à mettre un toit sur la tête de chaque citoyen. Mais on y participe activement et on prend notre place dans ce débat et dans cette discussion. Pour être plus vertueux, il faudra peut-être accepter d'être un petit peu moins original architecturalement, d'être un peu plus tenu dans le coup de crayon de l'architecte. Parfois, il faudra accepter d'être un peu plus dense. Il faudra accepter d'avoir plus de hauteur dans les bâtiments, puisque l'économie d'un projet et le coût de construction qui est ramené au mètre carré est plus facile à équilibrer quand on a 5, 6, 10, 20 étages que quand on ne construit que des bâtiments avec un rez-de-chaussée, un premier étage. Ça semble assez basique, c'est encore une fois du bon sens. On ne pourra pas construire des bâtiments de 10 étages partout, mais à l'inverse, il y a peut-être des endroits où on se limite à 1 ou 2 étages, où on pourrait peut-être avoir l'ambition d'aller à 3 ou 4. On parlait des boulevards tout à l'heure, on parlait du domaine urbain. C'est là où il faut s'autoriser à aller un petit peu plus loin, reconstruire la ville sur elle-même. Se pose en contrepartie la question de l'acceptabilité pour l'ensemble des riverains qui sont déjà présents sur le territoire. Et ça, c'est toute la difficulté auxquelles sont confrontés les élus, les collectivités, de dire comment on reconstruit la ville sur elle-même où toutes les aménités sont présentes, les transports, les écoles, les commerces, le monde de la culture. On reste et on garde les ménages au cœur des agglomérations, on propose des logements, tout en faisant accepter que la ville se reconstruit, qu'elle se régénère, et forcément, 24 mois de travaux, ça génère quelques nuisances pour les riverains immédiats, donc on essaie de les atténuer. Il y a d'autres solutions, le hors-site notamment, qui permet de construire en usine et puis d'apporter directement, un petit peu comme un Lego, si on prend ce raccourci, les bâtiments. Donc il y a des solutions, on ne peut pas tout mettre au même endroit, et il faut faire des choix en fait, et les choix, il faut être prêt à les assumer collectivement. Merci beaucoup. Alors du coup, on n'a pas eu le temps d'aborder une question autour de la rénovation, hein, parce que c'est vrai que finalement, le bâtiment le moins énergivore, c'est celui qu'on ne construit pas, et sans doute plutôt celui qu'on rénove. Mais voilà, donc ce sera sans doute pour une autre fois, pour une autre réflexion, parce que je vois que nous sommes arrivés au terme du temps que nous nous étions alloués pour ce soir. Donc, je vous remercie vraiment tous les trois pour votre participation à ce webinaire. J'en profite aussi pour rappeler que voilà, on a fait cet autre webinaire la semaine dernière. Voilà, donc c'était vraiment une conversation dans la continuité. Donc, merci également à nos trois intervenants de la semaine dernière, Delphine Marie Voët, Pierre-Yves Legrand
Et j'ai oublié son nom, de Laurent, qui était avec nous également la semaine dernière. Est-ce que je me l'étais noté? Est-ce que quelqu'un m'aidera? Non, c'est pas grave, tant pis. J'en excuse. Hervé Patureau. Oui, voilà, merci. De Laurent qui était avec nous aussi la semaine dernière. Donc, merci encore à vous tous. Merci pour toutes vos questions à tous les participants à cette conférence. Et comme Louis l'a mentionné, donc, en 2021, nous prévoyons de faire un autre événement autour, donc toujours autour de ce grand sujet de la transition énergétique, mais cette fois-ci axé sur la mobilité, sur les transports. Donc, il y aura forcément des conversations et des sujets un petit peu transversaux. Donc, nous vous tiendrons au courant de quand est-ce que nous pourrons organiser cet événement. Et voilà, merci encore pour votre participation à tous et je vous souhaite une bonne soirée et des bonnes fêtes de fin d'année également. Merci, au revoir. Merci à à vous tous. pour votre invitation. Très bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Plaisir. Merci, au revoir.